Allez, ça part. En vous disant que c'est la galère niveau écologie sur Terre aujourd'hui, j'aurais besoin normalement de convaincre très peu de personnes. Le secteur de la communication graphique et visuelle a sa part de responsabilité dans tout ça. Alors bien sûr, elle est beaucoup moins importante que beaucoup d'autres secteurs, mais qu'on soit directeur ou directrice artistique, graphiste, maquettiste, imprimeur ou même client, on a tous notre part de responsabilité avec cette activité. En 2019, l'ADEME, l'agence de transition écologique, estimait que le secteur du numérique au sens large était responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour comparaison, ça représente à peu près les émissions de tous les camions du monde ou l'Allemagne plus le Canada réunis. C'est énorme. Et les prévisions pour 2025 étaient de 8%. C'était avant le Covid. Yes. Côté impression, c'est pas tout rose non plus. On estime toujours en 2019 que c'était 420 millions de tonnes de papier carton qui étaient utilisées dans le monde. C'est une quantité astronomique, mais c'est pas pour autant que c'est la partie la plus polluante de ce secteur. Aujourd'hui, la majorité du papier carton provient de forêts qui sont dédiées à cette activité, des forêts renouvelables, et une partie aussi des déchets, de ce qu'on récupère, est recyclée. Ça correspond à peu près à 2/3 de notre production en France. Dans l'imprimerie classique, le principal problème, c'est l'impression. Certaines encres proviennent du milieu pétrolier et d'autres proviennent de minerais et donc d'énergie non renouvelable. On utilise aussi beaucoup de composants chimiques et de solvants pour faire les mélanges ou pour nettoyer les machines. Et je vous passe la partie vernis et pelliculage qui demandent notamment beaucoup d'énergie pour le séchage et qui rendent souvent les productions difficiles à recycler. Tout ça fait de l'impression une activité très moyennement éco-friendly. Alors le tableau que je vous décris là, il est pas hyper positif, j'en suis conscient, mais il est pas tout noir non plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations techniques, d'innovations technologiques et surtout la sensibilisation de toute la chaîne de communication client inclus qui entre en jeu et qui permet de faire évoluer les choses, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour un petit disclaimer, cette vidéo n'est pas exhaustive. Les questions d'éco-conception dans le domaine du design graphique et dans tous les domaines d'ailleurs peuvent mener à des réflexions beaucoup plus larges, beaucoup plus radicales et beaucoup plus long-termistes que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça reste ma vision des choses et une sélection de projets innovants et de conseils que tous les designers peuvent appliquer simplement et ce, quel que soit leur niveau. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est parti. La vision écologique du graphisme et l'éco-conception, c'est avant tout une réflexion globale et une anticipation. Frédéric Bordage, spécialiste du numérique éco-responsable et auteur du livre Les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception, nous explique. Plus on intervient tôt, c'est-à-dire lors de l'expression du besoin, de la conception fonctionnelle et du maquettage, plus l'effet de levier est fort en termes de réduction de l'empreinte environnementale. Autrement dit, avant même toute production graphique ou visuelle, en tant que designer, on joue un rôle essentiel dans le conseil et la sensibilisation de nos clients. Il faut questionner leurs besoins, est-ce qu'ils ont besoin de tous les supports dont ils nous parlent, est-ce qu'ils ont besoin de toutes les fonctionnalités de ce site web, est-ce qu'on peut pas faire différemment de ce qu'ils font d'habitude ou ce qu'ils avaient planifié, est-ce que nous on peut pas leur proposer des alternatives. Et il faut aussi questionner leurs habitudes, leur montrer qu'on peut faire différemment. Par exemple, proposer une nouvelle technique d'impression moins énergivore et beaucoup plus verte et beaucoup plus écologique. Proposer un nouveau papier, des nouveaux serveurs moins gourmands, des améliorations techniques, graphiques. Bref, être force de proposition pour réduire leur empreinte environnementale. Ces réflexions limitent notre impact sur la planète, mais à mon sens, c'est la vraie valeur ajoutée d'un designer graphique pour les clients qui n'ont pas forcément toutes ces connaissances. Et puis les avantages de l'éco-conception ne se limitent pas à l'aspect écologique, ils ont aussi un impact sur l'aspect financier et sur l'aspect légal par exemple, qui sont d'ailleurs d'excellents arguments pour convaincre vos clients s'ils hésitent à passer le pas. On peut par exemple parler d'une meilleure utilisation du matériel informatique qui peut derrière engendrer des économies sur l'utilisation des serveurs et sur l'usage des machines, ce qui fait qu'on diminue le renouvellement du parc informatique. Ou alors pour les packaging, l'Union européenne a donné jusqu'à 2030 pour que tous les emballages plastiques soient recyclables ou réutilisables. Et notre travail de designer graphique peut permettre une mise en conformité beaucoup plus rapide. Et enfin, l'éco-conception, quand elle est sincère et bien faite jusqu'au bout, peut être un véritable levier de communication et améliorer l'image de la marque. Ces principes peuvent être appliqués dans la stratégie, la direction artistique et les choix graphiques qui seront appliqués derrière pour communiquer. De toute façon, il n'y a pas plus en amont. C'est le cas d'une marque que vous connaissez peut-être, Citeo. Elle est née en 2017 de la fusion de Ecofolio et Eco-emballage. C'est donc une marque en termes d'éco-responsabilité qui se doit de montrer l'exemple. Son identité graphique a été conçue par l'agence Interbrand Paris. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-branding, c'est-à-dire que chaque choix graphique est là pour limiter l'impact environnemental de la marque, que ce soit la consommation d'encre, d'énergie, le nombre de pages imprimées, il faut que ce soit au minimum partout. Dans le cas de Citeo, ça a commencé par la création d'une typographie dédiée et évidée, c'est-à-dire qu'elle a été creusée à l'intérieur pour consommer moins d'encre, et cette typographie aujourd'hui
aujourd'hui c'est un peu leur marque de fabrique. Pour l'accompagner sur tous les supports, les créatifs ont choisi une éco-typographie, c'est-à-dire une typographie qui utilise pour le même nombre d'informations moins d'encre et moins de papier. Ils ont choisi la Gil100 qui a un crénage, c'est-à-dire l'espace entre les lettres, qui est adapté et plus fin que sur la majorité des autres typographies. D'ailleurs, en parlant d'éco-typo, vous avez peut-être entendu parler de la Ryman Eco. Elle a été conçue par l'agence Grey London et le typographe Dan Rattigan pour la marque de papeterie anglaise Ryman Stationery. C'est une sorte d'office dépôt outre-Manche. Avec cette innovation, la marque a estimé pouvoir économiser à l'année 500 millions de cartouches d'encre en l'utilisant dans l'ensemble de sa communication. Perso, je la trouve relativement élégante en grand parce qu'on voit vraiment tout le dessin typographique et toutes les formes qui ont été construites pour chaque lettre. Et l'avantage, c'est qu'en tout petit, les trous se rebouchent par la diffusion de l'encre sur le papier. Dernier point important, Ryman l'a rendue gratuite et libre d'usage, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette typographie pour tous vos projets personnels ou professionnels. Donc pour ça, je vous mets les liens dans la description. Après le logo et les typographies, Citeo a été encore plus loin avec une éco-iconographie. Bon, c'est un terme marketing qui a été inventé, mais en fait, ils ont juste fait le parti pris graphique radical d'avoir des fonds blancs avec uniquement des portraits de gens en couleur. Là aussi, l'impact écologique, il est évident. On va imprimer en fait que les silhouettes des personnes et pas sur tout l'ensemble du support. Et pour éviter que ce soit trop chiant, je les trouve très malins parce qu'ils ont joué avec les cadrages, c'est-à-dire que vous retrouvez des gens qui sont coupés au niveau du buste, des gens plus zoomés, des gens plus lointains. Globalement, ils jouent avec en fait toutes les valeurs de plan et les cadrages pour dynamiser les images. Pour terminer, Citeo se part d'une gamme de couleurs qui n'utilise jamais 100% d'ancrage. Je m'explique. En impression, on utilise 4 couleurs, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et en mélangeant avec différents pourcentages toutes ces couleurs, on peut obtenir une large gamme de couleurs utilisables. Par exemple, pour l'impression de la couleur rouge, on imprimera 0% de cyan, 100% de magenta, 100% de jaune et 0% de noir, ce qui nous donne un total de 200% d'ancrage. On utilise donc 2 fois plus d'encre que pour l'impression d'une couleur noire classique, basique, mais assez important pour la suite. Pourquoi? Parce que selon le taux d'ancrage que vous obtenez, vous n'allez pas utiliser les mêmes papiers. Plus d'encre égale des papiers plus épais et inversement. Et un papier plus épais avec plus d'encre égale un peu plus d'énergie pour chauffer et sécher la feuille. Alors je vous entends venir. Vous allez me dire, oui, mais Antoine, c'est vraiment infime comme paramètre. Mais oui, vous avez totalement raison. C'est vrai que si vous imprimez 2 affiches pour le bal de l'école ou 3 flyers sur votre imprimante, ça va pas représenter grand chose. Mais si vous placez à un point de vue un peu plus macro, on doit concevoir parfois des flyers à 1000, 2000, 10 000, 100 000 exemplaires pour par exemple, je sais pas, des campagnes politiques. Donc là, ça commence à avoir un impact parce que plein de petites infinités ensemble finissent par faire un gros impact écologique. D'ailleurs, pour ceux que les éco-couleurs intéressent, il y a un guide qui a été développé par l'agence Eco-Branding, je crois que c'est une agence, avec l'entièreté des couleurs qui ne dépassent pas 100% d'ancrage, et comme ça, vous pouvez l'appliquer sur, là aussi, vos projets. Et c'est pour toutes ces raisons que la réflexion en amont et l'éco-conception en amont, avant même de créer, est le plus important. Citeo, ils ont intégré ça directement dans leur choix stratégique et leur direction artistique, et c'est ce qui leur a permis d'obtenir le titre de première marque au monde éco-conçue. Alors évidemment, vous comme moi, au quotidien, ça va être plus compliqué de mettre tout ça en place chez nos clients, déjà parce que ça a un coût quand même au départ, ça demande de changer des process, les mentalités, etc. Ça peut être lourd. Mais rien ne nous empêche de faire de la sensibilisation, de proposer des améliorations touche par touche, et petit à petit d'emmener nos clients respectifs vers des pratiques plus responsables et plus écologiques. Pour faire des bons choix et des bonnes propositions, il faut être au courant des limites et des possibilités. C'est pour ça que je vous propose de voir maintenant quelques points pour améliorer immédiatement l'impact écologique de vos projets. Je vous propose de rapidement dérouler quelques petits points factuels et de vous présenter aussi quelques projets qui ont fait des innovations que vous pourrez mettre à votre tour dans vos projets. Première chose évidente en impression, il faut travailler avec des partenaires locaux. Ça vous évite les coûts et les dépenses énergétiques liées au transport. Et c'est encore mieux si ces imprimeurs, par exemple, sont labellisés Imprime Vert. C'est des actions concrètes pour diminuer l'impact environnemental des imprimeries sur la planète. On compte par exemple le recyclage et la réduction des déchets, la comptabilisation des dépenses énergétiques sur tout l'ensemble du site, l'utilisation de produits non toxiques et l'utilisation de papier PEFC. D'ailleurs, sur leur site, vous avez la possibilité de trouver toutes les imprimeries labellisées proches de chez vous, et je vous mets ça là aussi en description.
Deuxième point très important, privilégiez les encres végétales ou à base d'algues. Alors pour les encres végétales, c'est aujourd'hui assez commun, il faut juste que vous le vérifiez auprès de vos partenaires. En revanche, pour les encres à base d'algues, c'est quelque chose qui est encore au stade de l'innovation et ça commence à être utilisé. La première expérimentation, elle a été faite à Boulder aux États-Unis par un studio qui s'appelle Cast Iron Design, qui aujourd'hui a bougé et a changé de nom, donc ça s'appelle Ordinary Things et ils sont basés à Los Angeles. À l'époque, Cast Iron Design a travaillé avec Patagonia pour créer un guide touristique de la ville de Boulder. Ils ont su convaincre d'un côté leurs clients, Patagonia, et de l'autre leurs partenaires techniques et imprimeurs de toujours, d'utiliser cette encre dans ces machines. Ils ont utilisé du papier 100% recyclé, évidemment, et du papier craft, ce qui donne, comme vous pouvez voir, un aspect très naturel au guide et qui va avec les valeurs de Patagonia. Mais surtout, la chose qui nous intéresse, c'est qu'ils ont utilisé une encre noire à base d'algues. Pour ça, ils se sont associés à un quatrième acteur, Living Ink, qui crée des encres à base d'algues depuis 2013. Et ça rend ce projet encore plus intéressant parce qu'il est considéré comme ayant un impact positif sur la nature. Les algues aujourd'hui, elles se nourrissent de soleil et de CO2 pour faire ensuite de la photosynthèse et rejeter du dioxygène. Comme les plantes, c'est une source renouvelable et en plus positive pour l'ensemble de la planète. Voilà, c'est un studio vraiment que j'admire, Ordinary Things. Je vous mets encore une fois les liens en description. Allez leur donner de la force, allez regarder leurs projets, inspirez-vous-en. Vraiment, ils ont une démarche qui est fantastique et des projets qui le sont tout autant. Troisième point, c'est pas le plus fantastique et c'est parfois un peu contraignant, mais essayez au maximum d'utiliser des formats de papier standards. Quand on utilise des formats de papier qui sont entre deux formats de papier standard ou avec des formes bizarres, les chutes de papier sont jetées et sont perdues. Donc du coup, ça fait beaucoup plus de gaspillage. Sauf dans le cas, évidemment, où vous arrivez à trouver vous-même une manière d'agencer les choses pour que ce soit imprimé sans perte, mais ça reste beaucoup plus compliqué. Donc essayez d'imprimer sur des formats standards. Et côté quantité, imprimez 1000 exemplaires d'un flyer dont vous savez que vous ne distribuerez que 600 exemplaires au maximum, souvent pour des raisons économiques, n'est pas valable du tout pour un impact environnemental. Et deuxième point, en termes de quantité, il vaut mieux voir légèrement au-dessus que voir un petit peu en dessous et de devoir relancer une impression supplémentaire pour avoir de nouveaux exemplaires. Quatrième point, pensez à vous renseigner sur de nouvelles techniques d'impression. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça peut vous permettre de découvrir de nouveaux rendus, de nouveaux aspects pour enrichir vos projets, mais en plus, ça peut vous permettre de faire des économies et d'être plus écologique. Vous pouvez par exemple regarder du côté de la risographie. C'est une technique d'impression qui vient du Japon et qui fonctionne avec un système de calque où on imprime une couleur par calque. Ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est une impression qui est relativement froide, ça ne dégage pas de chaleur parce que c'est des petites machines qui ressemblent vraiment à des photocopieurs d'entreprise, poil plus gros mais pas tant. Ça utilise des encres végétales et non minérales, ce qui fait que ce sont des encres renouvelables. Et le risographe a besoin de très peu d'énergie pour fonctionner comparé à une impression offset, c'est-à-dire une très grosse machine comme on imprime les journaux par exemple. Dernier atout, c'est un rendu esthétique que je trouve personnellement très beau. Il y a une espèce de mélange de couleurs, chaque impression est unique, donc en fonction de votre direction artistique, ça peut être très intéressant d'avoir anticipé ça et de l'intégrer dans la marque que vous allez concevoir par exemple. Et dernière chose, à Paris, vous pouvez vous tourner vers Studio Fidèle ou Quintal Atelier. Ils ont même des ateliers pour vous apprendre à faire de la risographie et en fait faire vous-même vos propres impressions chez eux. Allez, dernier conseil pour la partie imprimée, ça concerne plutôt le texte cette fois-ci. Évitez les éléments textuels qui fichent vos supports dans le temps. Ça peut être une date, un site web événementiel, une adresse de site web événementiel qui sera vouée à disparaître. Pour un exemple pratique, pour dire cette entreprise a été fondée il y a 25 ans, plutôt dire qu'elle a été créée en 1995. Ça vous évite de devoir changer le support l'année prochaine, puisque comme ça c'est intemporel avec l'année 95. Voilà pour l'impression, je vous propose de passer tout de suite au digital. Côté web, c'est assez simple. En fait, il vous suffit de vous rappeler de deux choses principales. La première, c'est que plus un utilisateur met de temps à accomplir son objectif, commander un billet de train ou réserver une chambre par exemple, plus son empreinte environnementale sera importante. Il utilise de l'énergie, que ce soit avec son propre ordinateur, avec tous les services associés, ou même avec les serveurs qui distribuent le site web. Ça paraît évident, mais c'est trop souvent oublié, surtout quand ces bonnes pratiques se heurtent avec des objectifs de rétention de l'attention, de captation d'emails pour vous inscrire à d'obscures newsletters, ou d'augmenter
l'augmentation du panier moyen par exemple. Deuxième point, sachez qu'environ 45% des fonctionnalités demandées ne sont jamais utilisées et 70% ne sont pas du tout essentielles. On parle ici de tout ce qui est superflu et de non essentiel à l'accomplissement de l'objectif de l'utilisateur. C'est par exemple une pop-up pour une newsletter, la récupération d'un fil Instagram, d'un fil Twitter, d'abreuver d'informations qui sont pas du tout essentielles et qui font tourner le site web dans le vide et qui demandent d'aller chercher plein d'informations ailleurs. Dans ce troisième conseil, je vais vous parler d'économie de données. Alors c'est toujours le même principe, c'est plus votre site est léger à charger, moins votre utilisateur va passer de temps dessus, donc moins il va consommer d'énergie, moins il y a de choses à envoyer depuis les serveurs, moins il consomme d'énergie, etc., etc. Ça sert à rien de mettre les images en très très grand si elles sont affichées en très petit sur votre site, mettez-les directement à la taille finale. Une astuce que j'ai pu voir sur le studio Labo MG, ils ont choisi de tramer leurs images pour utiliser que 2 couleurs, des bichromies. Du coup il y a moins de pixels de différentes couleurs, donc les images sont plus légères et qui sont très très rapides à charger. En plus, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est sûrement quelque chose qu'ils ont pensé en amont parce que ça participe à l'identité de leur studio et de les placer comme un studio éco-responsable et éthique. Et dernière chose, on oublie le lancement automatique des vidéos, ça a plusieurs points négatifs déjà pour votre référencement et en plus ça télécharge automatiquement un grand nombre de données qui font que votre site va là encore dépenser de l'énergie alors que votre utilisateur va peut-être même pas la regarder. Privilégiez juste l'affichage et laissez à l'utilisateur le soin de cliquer pour regarder s'il le souhaite et donc de télécharger les données. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, ça devait être un peu long parce que j'ai mis pas mal de temps à la tourner, mais ça me semblait important de faire un tour d'horizon, même si c'est pas exhaustif, de ce qui est possible en éco-conception dans le design graphique. Il y a plein d'autres choses à faire, surtout si on se tourne vers le sujet de l'éthique. Pour ça, je vous ai mis, si vous voulez l'approfondir, des liens dans la description et je vous invite à faire vos recherches par vous-même parce que pour être à l'aise et en parler avec ses clients, le vendre à ses clients aussi, il faut avoir lu et savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Donc je pense que c'est vraiment important que chacun fasse un peu sa démarche de recherche de son côté aussi. Et si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et la partager avec les designers qui pourraient être intéressés par ces notions d'éco-conception. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!